Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Merci de passer un bout de votre dimanche avec nous. Mais avec grand plaisir. Et pour vous poser des questions, je serai comme chaque semaine en compagnie de la bande de questions politiques. Cette semaine, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous et bonne année puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire dimanche J'allais dernier. vous le dire, bonne année Nathalie. Bonjour Françoise Fressoz du Monde. Bonjour à tous et de nouveau bonne année. Allez, Bonne année, bonjour. Et bonne santé surtout. Karine Bécard de France Inter. À la santé, moi ça va. Salut à tous. Et salut et bonne année quand même. Oui, également, bien sûr. Tout à l'heure, Alexandra Ben Saïd viendra vous poser quelques questions d'économie. Le hashtag question Paul, question au pluriel, Paul au singulier, pour vos questions et vos commentaires à vous qui nous écoutez ou nous regardez sur France Info, Canal 27 ou qui nous écoutez sur France Inter. Tout à l'heure, Yannick Jadot, il y a quelques minutes, à Bondy, Christiane Taubira a mis fin à un suspense qui vous met un peu sous pression. On l'écoute. Je dis très clairement aujourd'hui que d'ores et déjà, moi, je prends mes responsabilités. Et j'annonce que j'accepte les règles de la primaire populaire. Puisque nous savons que nous sommes capables de gouverner ensemble, acceptons l'augure de la primaire populaire. C'est la plus belle et la plus forte des légitimités. J'invite donc les candidates et candidats de gauche, écologie comprise, à en faire autant. Écologie comprise, ça parle un peu de vous, je crois, Yannick Jadot. Donc je résume. Christiane Taubira a donc annoncé qu'elle allait être en lice lors de la primaire populaire. C'est dans quelques jours, à la fin du mois de janvier. Et elle vous invite, vous, Yannick Jadot, à participer à cette primaire populaire qui permettrait de dégager un visage, un nom, pour unir la gauche en vue du premier tour qui se tiendra dans à peu près 90 jours. Il y a une question? Qu'en pensez-vous? Excusez-moi. Je résumais, effectivement, la question étant, que lui répondez-vous? Comme je le fais depuis des semaines, des mois, quand c'est non, c'est non. Donc vous ne participerez pas à la Mais primaire non, populaire? non. Vous avez peur ou pas? Mais non, je suis issu d'une primaire citoyenne, la primaire des écologistes. Vous savez, le dernier scrutin national qu'on a eu, c'était les européennes en 2019, avant le Covid. Ça paraît la préhistoire, mais c'était il y a 2 ans et demi. La liste que je portais a fait 13,5%. Il y avait aussi, vous vous souvenez, Benoît Hamon et puis le mouvement de Delphine Batho, Urgence écologique. On a fait tout le travail de construction d'un pôle écologiste, un travail programmatique. Nous avons organisé ensemble 5 mouvements politiques, une primaire citoyenne autour de l'écologie. Et donc ces mouvements politiques qui, au dernier scrutin national, rassemblaient 19% des voix, ont désigné un candidat de l'écologie avec un projet écologiste, c'est moi. Vous avez à côté, ce même dernier scrutin national, la liste socialiste, malgré le renfort de Raphaël Glucksmann, qui a fait 6% des voix. Ce parti politique, ce mouvement politique aujourd'hui, a 3 candidats. Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo et maintenant Christiane Taubira. Elle est Je radicale, les ça laisse. fait elle n'est pas socialiste. Non, attendez, c'est la social-démocratie, on va pas se raconter d'histoire. Donc, je les laisse à leurs affres, je les laisse à leur division, je les laisse tenter de s'accrocher à une forme de martingale qui est de résoudre des problèmes de fond avec un processus de désignation. Mais les gens, ils comprennent, Jadot, c'est le diviseur. Ils ne veulent pas y aller. Vous savez, Madame Fressoz, quand il était temps de travailler sur le fond, j'ai rassemblé tous les leaders de la gauche. C'était quand ça? C'était en mars dernier. Printemps dernier, mais c'était trop tôt. Non, c'est jamais trop tôt quand on travaille sur le fond. Non, attendez. Alors qu'est-ce que là, on est à c'est 90 jours. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Jean-Luc Mélenchon a clairement affirmé, moi, je suis dans mon couloir, je continue. Il y avait Anne Hidalgo qui est venue à la première fois. On a tous fait des photos et qui après n'a pas souhaité continuer à travailler sur le fond. À un moment donné, quand on est dans une telle situation politique dans notre pays, où il y a de la confusion partout, Emmanuel Macron insulte les Français, Valérie Pécresse parle de nettoyage ethnique au Karcher, Éric Zemmour, Marine Le Pen insultent les Français. Quand on est dans ce tel moment de confusion, la seule voie politique sérieuse, crédible et responsable, c'est de dire « moi, je suis dans la clarté ». Pour moi et pour tous les écologistes, l'urgence climatique, l'urgence sur le vivant, l'urgence de justice sociale impose un projet et une candidature unique de rassemblement, mais pour porter un agenda politique qui n'est pas dans l'ambiguïté,
qui a clairement tiré les leçons de toutes les séquences politiques passées, y compris du quinquennat Hollande. Yannick Jadot, vous trouvez que l'annonce de Christiane Taubira ce matin est une embrouille de plus, si j'ose dire, de la situation? Parce qu'elle avait dit l'autre jour en déplacement, j'apporte le soleil. Est-ce que vous considérez que c'est plutôt le brouillard? Écoutez, c'est maintenant, sur ce secteur politique, sur ce segment politique, c'est plutôt le temple solaire. C'est-à-dire qu'on se tient la main, on est dans une dépression absolue. Il y a une sorte de déprime organisée qui est tout le temps de dire on va perdre. Mettons-nous ensemble, renfermons-nous ensemble, tenons-nous la main ensemble pour mourir ensemble, mais les mains dans la main, mais en respectant quand même les gestes barrières. Non, franchement, tout ça n'est pas à la hauteur. Tout ça n'est pas à la hauteur de la situation de ce pays. Mais votre nom va être soumis, malgré tout, que vous le vouliez ou non, à cette primaire populaire. Remarquez que c'est quand même une drôle de façon de renouveler la politique. Alors justement, arrêtons-nous sur ce processus, parce que ce sont des citoyens qui partent de la base, qui ont envie d'unité et qui essayent d'inventer un nouveau process politique. Pourquoi vous dites c'est un peu farfelu tout ça? Et je précise qu'aujourd'hui, quelques-uns des militants de la primaire populaire sont en grève de la faim pour dire que les enjeux sont tellement importants qu'il faut absolument que vous y alliez, vous. Et Pierre Laroutourou est en grève de la faim avec d'autres militants. Alors Pierre Laroutourou fait ça très régulièrement. J'invite quand même celles et ceux qui l'accompagnent à faire attention à leur santé. Je suis sérieux là-dessus. On a, sur vos antennes, France Inter, France Info, France Télé, France 2, dans le monde, chaque jour, vous nous rappelez que cette élection ne doit pas passer à côté des sujets essentiels. Le climat, la pauvreté dans notre pays, l'affaissement démocratique, comment on essaye, y compris, de redonner confiance à la politique et aux médias, parce que vous faites partie d'un système aujourd'hui contesté comme nous. Et à un moment donné, on est là depuis des semaines à devoir répondre sur un processus. On est à 90 jours de l'élection présidentielle. On n'est pas à 1 an. Mais c'est on n'est pas à 2 ans. C'est un nouvel outil démocratique qui pourrait, malgré tout, vous séduire et correspondre. Mais attendez, j'en ai fait une de primaire. J'ai fait une primaire citoyenne. On a débattu, y compris sur vos antennes, avec vous, devant les Françaises et les Français. Nous avons discuté du fond, des propositions sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, évidemment, sur le cœur de notre projet écologiste, le climat et la protection de la biodiversité. Donc on a fait ce débat-là. Là, aujourd'hui, on a l'impression, y compris pour des personnes qui revendiquent de l'histoire, que c'est le fond, sont les idées. On est un pays politique, on est un pays d'idées. Les Français adorent discuter des idées. Et d'un seul coup, on est sur des femmes ou des hommes providentiels qui arrivent sans l'ombre d'un projet. Ça, c'est Christiane Taubira. Écoutez, je ne connais pas son projet. Elle a fait une vidéo de 3 minutes. C'est quand même à 90 jours de l'élection présidentielle. Remarquez que c'est pas lui faire insulte au regard de son intelligence que lui dire c'est un peu juste pour les Françaises et les Français. Nous, on a un projet. Nous sommes un rassemblement. Et moi, je veux le dire, je veux continuer à rassembler les humanistes, les progressistes, mais pas dans l'ambiguïté, pas dans le conformisme, pas dans les demi-mesures et sans avoir fait un peu, quand même, le bilan, les uns et les autres, de ce qu'a été l'exercice du pouvoir. Enfin, moi, je veux bien. Est-ce que c'est ça qui manque fondamentalement aujourd'hui, c'est qu'au fond, personne n'a analysé ce qui s'était passé sous le quinquennat Hollande? Écoutez, c'est pas nous. On a fait cette analyse, puisque à partir du moment où François Hollande a décidé qu'il n'engagerait pas de grandes mesures, de grandes réformes sur l'écologie, nous sommes sortis de ce gouvernement. Mais reconnaissons, y compris pour ces jeunes, que je sais sincères, quand ils demandent l'union. Mais vous vous rendez compte qu'il y a l'union, ça peut pas être une martingale. L'union, ça se construit sur des idées. Le rassemblement se construit sur des idées. Ça peut pas être simplement, je l'ai dit, on se tient les coudes pour juste pas sombrer les uns à côté des autres. Moi, je veux gagner. Mais encore une fois, vous votre posiez nom cette question va être soumis, au départ. Et donc, vous serez obligé de regarder les résultats, puisque votre nom... Est-ce que ça tient debout, d'ailleurs? Est-ce que ça tient debout de faire une primaire avec des gens moi, je trouve ça très choquant. Contre leur plein gré? Je trouve ça très choquant. Y compris pour une génération jeune, où la question du consentement me semble être au cœur
C'est pas vraiment dans le même de domaine. l'autonomie. Non, attendez, le consentement, c'est quelque chose de très large. Moi, mon grand projet pour la jeunesse, c'est un projet d'autonomie. C'est pour ça que je porte un revenu citoyen dès 18 ans au niveau du seuil de pauvreté pour qu'il n'y ait plus personne sous le seuil de pauvreté. Donc, toute cette question d'émancipation individuelle, collective, tout ça, c'est très important. Aujourd'hui, vous avez malheureusement une primaire populaire qui s'est construite, au fond, pour un résultat, une primaire, qui a recruté des gens, leur a fait payer une contribution, et qui aujourd'hui se retrouve à aligner des noms de personnes, y compris qui rejettent leur processus. Moi, je rejette pas le rassemblement. Il faudra qu'on ait une majorité à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, moi, je m'inscris pas dans une sorte de prophétie autoréalisatrice de la défaite, parce qu'il y a un secteur de la politique en France qui sait plus où il habite. L'écologie, elle sait ce qu'elle veut. Pour ce pays, l'écologie, elle est la force aujourd'hui qui peut rassembler et gagner l'élection présidentielle. Et je veux porter ce projet à 90 jours du premier tour. On va clôturer ce chapitre lié à l'Union de la gauche. On sent donc vous fermez la porte à cette primaire populaire. Je résume, je crois, assez clairement ce que vous voulez nous dire depuis tout à l'heure. Est-ce que pour autant vous regrettez que dans 90 jours, il y ait sur la ligne de départ Anne Hidalgo, parce qu'elle a dit que si vous n'y alliez pas, elle n'irait pas à la primaire populaire, et Christiane Taubira, parce qu'il est probable qu'elle l'emporte aussi, sa primaire populaire. Ça vous inspire quoi d'avoir sur la ligne de départ à côté de vous Anne Hidalgo et Christiane Taubira? C'est leur responsabilité. Vous avez rappelé la démarche que j'ai eue, moi, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, quand le rassemblement, logiquement, devait se faire autour de Benoît Hamon, issu d'une primaire. J'étais moi-même issu d'une primaire à l'époque. J'ai pas dit, il y a une logique politique, allez, pour organiser ma sortie de manière un peu jolie, je demande au mois de janvier à Benoît Hamon une nouvelle primaire pour regarder comment on s'organise. Qu'est-ce que j'ai dit ? Le sens politique de ce moment-là, et ça a été la responsabilité des écologistes, ça a été de rejoindre Benoît Hamon et de discuter d'un contrat de gouvernement. Il y a une manip derrière la primaire populaire. Je vous dis que c'est des petits jeunes gentils qui dememandent des cotisations. Non, mais il y a plein de gens sincères. Il y a plein de gens sincères qui soutiennent. Il y a quelqu'un derrière, ça avantage quelqu'un ? J'en sais rien. Je fais pas de procès. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que je regrette que leur démarche aujourd'hui, au fond, d'associer Jean-Luc Mélenchon, moi-même et d'autres qui n'y participeront pas, qui ne veulent pas y participer, je trouve ça déplacé. J'entends que Anne Hidalgo, qui ne voulait pas de primaire cet été, a fait changer les statuts du Parti socialiste pour qu'il n'y ait pas de primaire, qu'il n'y ait pas de débat pour sa désignation. Voulait au mois de décembre une primaire, qu'aujourd'hui elle n'en veut plus. Tout ça, franchement, je leur laisse. Je leur dis simplement, attention, n'installez pas plus longtemps dans ce pays un mauvais débat de processus, un mauvais débat d'arrangement, et moi je suis sur le terrain, vous le savez, tous les jours. Quand je suis avec les banques alimentaires, quand je suis avec le SAMU social, quand je suis avec les étudiants, quand je suis dans les entreprises, on ne me parle pas de la primaire populaire. On me dit, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'enfin on sorte de notre éco-anxiété sur le climat, qu'on agisse pour le climat. Qu'est-ce que vous allez faire pour sauver les paysans et l'environnement? Qu'est-ce que vous allez faire pour la jeunesse? Qu'est-ce que vous allez faire pour nos entreprises? C'est de ça dont on parle. Qu'est-ce que vous faites pour notre pouvoir d'achat confronté à la question énergétique? Parce que c'est pas simple. Il faut réduire nos consommations d'énergie. Nos consommations d'énergie sont polluantes et elles sont chères. Comment on fait pour les réduire? Ça sont des sujets qui intéressent les Françaises et les Français. La primaire populaire, pardonnez-moi, c'est aussi un microcosme et elle n'a souvent de populaire quand même que le nom. France Inter. Question Paul. Yannick Jadot avec nous jusqu'à 13h. Vous auriez quasiment pu écrire l'émission, la transition, parce que c'est un peu ce que j'avais prévu de vous dire. Pour vous dire que je crois que la principale préoccupation des Français reste davantage la question climatique, mais surtout ici la question sanitaire. Hier, dans la rue, notamment à Paris, il y avait beaucoup de monde pour manifester contre le pass vaccinal, en débat cette semaine à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous, Yannick Jadot, vous auriez pu être dans la rue, vous, qui vous êtes félicité cette semaine que les députés écolos aient voté non à ce fameux pass vaccinal, pardon?
Non, j'aurais pas pu être dans la rue. J'aurais pas pu être dans la rue parce que celles et ceux qui sont dans la rue aujourd'hui sont très largement des anti-vax, quand même, soutenus par beaucoup de mouvements d'extrême droite aujourd'hui. Il y a aussi des anti-pass sanitaires, mais globalement, c'est quand même un mouvement qui n'assume pas, j'allais dire, la responsabilité que nous avons à faire de la vaccination le cœur de notre politique de santé. Pour ma part, je l'ai toujours dit, il faut se vacciner. On a encore aujourd'hui près de 5 millions de Françaises et de Français qui pourraient se faire vacciner, qui n'ont pas été vaccinés. Une partie de ces personnes, vous le savez, sont depuis des années, malheureusement des années, éloignées de nos politiques de santé, ont beaucoup de mal avec Internet, sont dans des zones rurales éloignées des services publics. Mais là, c'est pas les 5 millions de non-vaccinés. Attendez, la tranche de la population... Non, mais il y a une partie non négligeable. Mais c'est pas les 5 millions de vous savez que la tranche de la population la moins bien vaccinée, ce sont les plus âgés. Mais qui refusent aussi, pas simplement parce qu'on ne peut pas les atteindre. Ouais, c'est aussi beaucoup de gens qui sont isolés. C'est pas la part la plus importante, c'est aussi beaucoup de gens qui sont isolés et quand on leur dit, quand le gouvernement leur dit Doctolib, je suis désolé, ça franchit pas la pratique. Ça franchit pas la pratique. Je reviens quand même au vote des députés écolos cette semaine. Est-ce que vous l'auriez voté? C'est formidable, ils ont tous voté non, c'est génial. J'ai pas dit c'est formidable, c'est génial. Mais vous êtes favorable ou pas au pass vaccinal, que ce soit clair? J'ai dit qu'ils avaient voté non, et j'ai dit que je soutenais ce vote. Parce que... Mais pourquoi est-ce que vous êtes pour le vaccin et contre le pass vaccinal? Mais justement, expliquez-nous. Parce que je suis pour l'efficacité des politiques vaccinales. C'est paradoxal tout ça. Non, il n'y a rien de paradoxal. Alors racontez. Quand le Conseil scientifique continue à dire, plutôt que de contraindre, il faut convaincre. Quand l'Organisation mondiale de la santé dit plutôt que de contraindre, il faut convaincre. Et je crois que, et dans le Conseil scientifique, et à l'Organisation mondiale de la santé, vous avez évidemment beaucoup d'experts, des campagnes de vaccination. La ligne des écologistes, depuis le début, vous le savez, c'est de soutenir la vaccination, de soutenir la science. Et aujourd'hui, y compris... Vous voyez bien derrière ce qu'il y a derrière ce pass vaccinal. C'est au fond la volonté, y compris du président de la République, à partir du moment où il a insulté les non-vaccinés. Qu'est-ce qu'il a choisi, le président de la République? Il a choisi de faire de masquer tous les errements et les difficultés légitimes. De la santé à l'école, la vaccination, les masques, les contaminations, les brevets, les machins. Il a choisi de masquer ça en cherchant des boucs émissaires. Eh bien, à partir du moment où il ne veut pas parler de l'hôpital public, il ne veut pas parler, et vous savez que Blanquer, il préfère les conférences sur l'islamo-gauchisme que de traiter, de parler avec les à la Sorbonne. Oui, on peut faire les deux. Ce que mon aimerait bien, c'est qu'il s'occupe de l'école, en fait. Oui, alors, mais alors attendez. Et le dimanche, il gère des exclus dans les journaux plutôt que d'informer les enseignants, de les respecter, les parents d'élèves, les élèves. Il laisse le bazar absolu à l'école pour aller faire des conférences. Il y a deux sujets. Il y a peut-être une tentative d'instrumentalisation, mais on voit aussi qu'il y a une vague pratiquement mondiale qui secoue tous les gouvernements et qu'il y a quand même urgence à agir. Et le pass vaccinal, c'est aussi dire il faut que le plus vite possible, on arrive à ce maximum de vaccinés. Quand je discute avec le président de la Croix-Rouge, qui, vous savez, a une activité très très forte sur nos territoires en matière de santé, il joue un rôle public, de politique publique très très important. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, vous savez, ils se déplacent, la stratégie aller vers, ils vont vers les populations, dans les quartiers populaires, les populations immigrées, les populations âgées, dans les zones rurales et tout ça. Bon, ils y vont, ils disent quand on passe 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes avec les personnes, on arrive à lever les doutes. Quelqu'un ne veut pas y aller. Quelqu'un ne veut pas se faire vacciner. Il est en face de vous. On a fait de la pédagogie depuis 8 mois. Cette personne dit j'ai droit à aller au restaurant ou au cinéma ou même dans une cantine ou n'importe où. Et vous lui dites mais allez-y, pas de problème, vous allez contaminer les autres. C'est pas ce que je dis. Qu'est-ce que vous dites pour le convaincre de se faire vacciner? Vous lui dites quoi? Mais vous savez, encore une fois, quand y compris, vous avez fait des reportages les uns et les autres où un médecin en contact avec une personne arrive à lever les doutes. Plutôt que d'avoir, reconnaissons que les campagnes de com' du gouvernement sur la vaccination sont débiles. Enfin, depuis des mois,
Non mais c'est des arrangements et des images. La France est l'un des pays les plus vaccinés du monde. Tu veux aller embrasser mamie, vas-y, fais-toi. Non. Moi, ce qui est fort dans vos campagnes, c'est quand vous interrogez des personnes à l'hôpital qui n'étaient pas vaccinées et qui se retrouvent en réa dans des conditions dramatiques. Non, mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est c'est ça. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs choses. Comment, en fait, celui qui ne veut pas se faire vacciner, est-ce que vous lui interdisez un certain nombre de choses? Mais oui, bien sûr. Alors, est-ce que ça ne revient pas finalement à faire du pass vaccinal? Non, parce que vous pouvez aussi aujourd'hui, encore une fois, isoler, vous pouvez tester, vous pouvez faire plein de choses. Moi, ce que je veux... Mesdames, ce que je veux dire, c'est que ne croyez pas qu'il y a un seul malentendu chez moi sur la vaccination. Pourquoi je me bats autant pour lever les brevets au niveau mondial? Parce que le variant Omicron, il n'est pas descendu de l'alphabet grec. Il vient d'endroits sur la planète où on vaccine peu. L'OMS, encore une fois, l'Organisation mondiale de la santé, nous alerte en permanence en disant que, en laissant la pandémie perdurer dans des pays faute de vaccination. En Afrique, on est à 8% de taux de vaccination complet. On laisse se développer, au-delà du manque de solidarité, évident, on laisse se développer des variants qui vont venir percuter nos politiques de santé. Qu'est-ce que je dis? Vous dites on reste au pass sanitaire, ça suffit, c'est ça? On reste au pass sanitaire aujourd'hui et je dis surtout, organisons la limitation des contaminations. Le ministre Blanquer... Enfin, franchement, tout le monde sait qu'aujourd'hui, pour les enseignants, la meilleure façon de protéger les enseignants, c'est les masques FFP2. Les masques canards, là. Ils arrivent. Ah non. En fin de semaine. Ils arrivent. Mais non. Ils vont arriver. Non, faux. Au moment où tout le monde devrait être équipé, toutes les personnes qui reçoivent du public devraient être équipées en FFP2, les fameux masques canards, là, très laids, mais beaucoup plus protecteurs, ils vont leur livrer des masques chirurgicaux. 55 millions de masques chirurgicaux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un temps de retard. Blanquer qui renvoie la responsabilité aux maires d'installer des capteurs de CO2, ce qui est la mesure de base recommandée par tous les scientifiques depuis un an et demi. Ça, c'est les collectivités locales. Hein. Oui, mais Madame Pressoz, franchement... Mais il y a des maires qui le font, hein. À Limoges, c'est le cas. Oui, mais il y a plein de maires qui essayent de le faire. Mais moi, je discute avec les maires, y compris les maires écolos. Ça fait un moment qu'ils se battent. On se retrouve avec cette politique d'irresponsabilité du gouvernement sur les capteurs de CO2. On se retrouve entre des maires qui, comme les masques, il y a 1 an et demi, se font la compétition pour s'équiper. À partir du moment où c'est une mesure de protection sanitaire nationale, c'est la responsabilité du gouvernement de faire en sorte qu'il y ait des capteurs de CO2 partout. Et dans ces écoles... parfois qui sont en très mauvais état, où on peut même pas ouvrir les fenêtres, et ben là, il faut des purificateurs d'air. Ça fait longtemps que... Ce que je veux dire, c'est que... Donc vous êtes d'accord avec les enseignants qui appellent à manifester jeudi? Je comprends leur ras-le-bol absolu. Vous soutenez l'appel à la grève? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que regardez, y compris en ce moment, enfin, vous voyez la situation, vous en faites état, on en discute avec des proches, quand je suis sur le terrain, des mères ou des pères de famille m'en parlent. En ce moment, avec le protocole, ils sont tous les matins à faire une heure et demie de queue pour tester un de leurs enfants. Vous auriez décalé la rentrée? Ils arrivent en retard à l'école. Et évidemment, l'école, c'est pas une garderie. Ça pose un problème d'arriver en retard. Et vous avez des responsables des établissements scolaires, directrices, directeurs, proviseurs, qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation, ils passent leur journée à appeler les parents pour fonctionner. Tout ça est dingue. Vous auriez décalé la rentrée, comme Valérie Pécresse notamment le proposait? Moi, je suis très favorable à ce qu'on maintienne l'école. Je suis extrêmement favorable à ce qu'on maintienne l'école, parce qu'à chaque fois qu'on ferme l'école, ce sont les publics et les enfants des milieux les plus défavorisés qui en subissent le coût le plus lourd. Donc on maintient l'école. Mais cette façon d'annoncer par la presse, avec des personnels aujourd'hui de toute la communauté éducative, comme dans l'hôpital, je veux dire, ils sont à bout, ils en peuvent plus, ils sont fatigués, ils s'engagent au-delà de tout ce qui est dans leur contrat, de tout ce qui est au fond leur métier. Et ce mépris permanent affiché par Blanquer vis-à-vis des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves est devenu insupportable. Est devenu absolument insupportable. Vous savez que dans ce quinquennat, il n'y a eu aucun sursaut sur l'école, aucun sursaut sur l'éducation.
que ce soit du point de vue des bâtiments, que ce soit du point de vue de la rémunération des enseignants, de leurs conditions de travail. Il y a le dédoublement des méthodes. Oui, mais enfin... Et la rémunération, il y a eu des primes. Discutez-en avec les personnels. Si, oui, cette partie doublement des classes, elle est intéressante. Mais vous savez qu'on a été chercher des enseignants ailleurs, qui étaient nécessaires ailleurs, pour arriver à faire ce dédoublement. Donc quand en permanence, vous habillez Paul en déshabillant Pierre, ça ne marche pas. France Inter. Question politique. Thomas Negaroff. Yannick Jadot avec nous jusqu'à 13h, habiller Paul pour déshabiller Pierre ou l'inverse, je ne sais plus. C'est un peu déjà... C'est pas très mixte, je reconnais, c'est pas très paritaire. En tout cas, c'est déjà faire un peu d'économie. Alexandra Metsaï nous a rejoint pour cette page économique. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. On va parler de vos solutions. Vous avez dit que c'est un sujet essentiel. Plus de 9 millions de pauvres en France et de plus en plus de jeunes. Vous proposez donc ce revenu citoyen automatique dès 18 ans. Mais expliquez-nous, pour qui, combien, à partir de quand, et puis comment ça marche cette automaticité et à quelles conditions? On a, vous l'avez rappelé, alors j'intervenais il y a quelques jours avec la Fédération des acteurs de solidarité qui a fait son congrès, qui regroupe tous les acteurs de la solidarité, y compris tous les travailleurs sociaux. Et vous savez que je fais juste la bascule avec le débat d'avant. Tout le secteur médico-social, tous les travailleurs sociaux ont quand même été les grands oubliés. Ils ont été debout, ils ont été là pendant toute la pandémie. Ils ont été les grands oubliés, notamment du Ségur de la santé pour tous les médico-sociaux. Et je soutiens aussi leur mouvement parce que franchement, là aussi, ce mépris vis-à-vis du travail qu'ils ont réalisé. Donc, on a 10 millions de pauvres dans notre pays. Et vous le savez, sur ce quinquennat, les plus pauvres des plus pauvres se sont encore appauvris. Le revenu citoyen que je propose, c'est finalement un revenu minimum garanti que je veux porter à 885 €, c'est-à-dire au seuil de pauvreté défini dans notre pays, qui est la moitié du revenu médian. C'est un peu en dessous. Bon, on est à 1700 quelque chose. Bon, on va 880, 885. Surtout le quinquennat. Il est automatique. On arrive à 885 au bout du quinquennat. Non, on arrive au début. Tout de suite, 885 On met en place cette mesure. Je veux éradiquer la grande pauvreté dans ce pays. Nous sommes un pays prospère, collectivement. Il est totalement aberrant, quand je vais dans une banque alimentaire, d'avoir autant de personnes aujourd'hui, et tout public, avec une explosion des publics jeunes, qui viennent simplement pour pouvoir manger. Vous avez vu les statistiques, 40% des jeunes aujourd'hui fait... Eh ben, vous avez 18 ans, J'ai des parents aisés. J'ai des parents aisés. Non, attendez. Oui, bien sûr. La question des conditions. Oui, il n'y a pas de conditions. Moi, je suis pour l'autonomie. J'en ai assez qu'on considère les jeunes dans notre pays jusqu'à 25 ans comme les enfants de leurs parents. Donc vous donnez 885. À partir du moment où vous êtes autonome à 18 ans, c'est un grand projet pour notre jeunesse que de construire leur autonomie. À partir du moment où vous êtes autonome, que vous faites une déclaration fiscale, évidemment. Une déclaration fiscale. Et si vous n'avez pas de revenus, vous touchez 880 € par mois pour, encore une fois, sortir. Et c'est automatique. C'est automatique, c'est-à-dire que ça évite toutes les personnes qui aujourd'hui, par exemple, n'accèdent pas au RSA, alors que ces personnes pourraient y accéder simplement parce qu'ils savent plus accéder à un ordinateur, simplement parce qu'ils sont dans la rue ou dans des conditions qui sont très difficiles et qui ne revendiquent pas cette aide. L'exécutif actuel met en place, ça va se passer dans 2 mois, le contrat d'engagement jeune pour les moins de 26 ans. Ça peut aller jusqu'à 500 € et c'est là la différence avec vous, à condition qu'on ait un accompagnement, c'est-à-dire soit pour un apprentissage, soit un accompagnement pour trouver un travail. Cette idée de la contrepartie, elle est mauvaise ? Moi, j'attends de voir le projet du président de la République et le projet qui sera présenté au Parlement, s'il y a jamais un projet qui est présenté au Parlement. On a quand même, les jeunes ont été les grands oubliés, les exclus du quoi qu'il en coûte. Rien n'a été fait pour eux. On a un quinquennat où, d'un côté, même le gouvernement n'a pas accepté d'élargir le RSA à partir de 18 ans, malgré l'explosion des précarités chez les jeunes. On a un gouvernement qui est un président de la République qui, quand il est arrivé au pouvoir, a acté délibérément que l'investissement par étudiant baisserait. Nous sommes un des rares pays de l'OCDE où l'investissement par étudiant baisse. Dans une société
Et vous êtes spécialisé des questions d'économie. Oui, mais Yannick Jadot, quelle est la richesse d'une société aujourd'hui, sinon la formation de sa population, sinon l'émancipation, l'accomplissement de sa jeunesse? Vous entendez les critiques qui vous disent mais c'est de l'assistanat, on a même des pénuries, on a même des problèmes pour recruter. Et même le Parti communiste dit le sujet, c'est bien de tirer un revenu à partir de son emploi. La vision de la société. Valeur travail, ça n'est pas une valeur écologiste? Ah mais moi je veux redonner du sens au travail. Vous savez, ceux qui parlent souvent de la valeur travail, c'est ceux qui maltraitent les travailleurs. C'est toujours la droite qui parle de la valeur travail. Moi, je veux redonner du sens au travail. Je veux que le travail soit un travail de qualité. Je veux qu'on soit formé pour accéder à ces emplois. Je veux que les personnes qui arrivent avec des engagements... Vous savez, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui... J'étais à Bordeaux dans un CFA pour l'apprentissage, avec plein de jeunes et des moins jeunes qui apprenaient les métiers de l'environnement, de la propreté dans nos villes, dans les énergies renouvelables et ailleurs. Et ces personnes-là étaient très fières d'avoir un travail qui a du sens. Moi, je veux que ce soit bien rémunéré, puisque nous augmenterons le SMIC, nous augmenterons les bas salaires, nous forcerons à des négociations dans les secteurs, ce qu'on appelle les deuxièmes lignes, caissières, aide à domicile, livreurs, métiers de l'agroalimentaire. Je veux qu'il y ait des augmentations de salaire. Mais je veux éradiquer la grande pauvreté dans notre pays. Il est quand même invraisemblable, pardonnez-moi madame, je finis juste là-dessus, que le président le plus jeune de la Ve République soit un président anti-jeune. C'est une aberration de l'histoire. Il va falloir la financer, cette nouvelle prestation, comme beaucoup de choses que vous voulez faire dans votre programme. C'est une prestation... C'est autour de 20 milliards. C'est autour de 20 milliards par an, et ça n'est donc pas rien. Je voudrais vous parler de fiscalité. D'abord, quand même, la question de l'héritage. Cette semaine, elle est revenue dans le paysage. Est-ce qu'il faut alourdir les droits de succession ? On alourdira les droits de succession pour les ultra-riches. C'est-à-dire combien, à partir de quel... Le 29, je présenterai mon projet. Donc on est en train de caler le dispositif sur les successions des très grandes fortunes. Parce que, y compris, vous avez lu la note du Conseil d'analyse économique qui est rattachée au gouvernement, qui disent combien les exceptions, les dérogations font que les plus grandes fortunes échappent à l'impôt légitime. Donc vous touchez aux niches fiscales ? Là déjà, je mettrai en place l'impôt de solidarité sur la fortune, avec une dimension climatique. L'impôt de solidarité sur la fortune que je propose, c'est à partir de 2 millions. Donc, sur les 1% les plus riches de la population. À partir de 2 millions. De patrimoine. 2 millions de patrimoine, bien sûr. L'ancien était à 1,3 million. Voilà, okay. Mais moi je veux augmenter, je veux surtout faire en sorte que, parce que l'impôt, l'ISF qui existait, qui a été remis en cause par Macron pour enrichir les plus riches. C'est son choix. Ça n'a pas servi l'investissement. Il a menti là-dessus. Il revient pas dessus. Il défend un autre bilan et l'attractivité de la France. Mais allez-y, oui, mais enfin, vous savez que toutes les analyses, y compris au sein des établissements publics autour du gouvernement, ont montré que ça n'avait pas servi l'investissement. Zéro. Ça a juste enrichi les plus grandes fortunes. Donc, 1% les plus riches. Le patrimoine est taxé à 1% entre 2 et 8 millions, à 2% entre 8 millions et 1 milliard, à 3% au-delà. Ça fait un rendement de 15 milliards. Et en plus, parce que nous ne voulons pas simplement que les plus riches contribuent à la solidarité. Les plus riches, ils sont vaccinés gratuitement. Ils envoient leurs enfants à l'école, quand ils choisissent l'école publique, gratuitement. Et même quand c'est l'école privée, c'est une grande partie l'État qui paye. Et on fera un malus sur les patrimoines financiers, quand c'est patrimoine financier, puisque c'est l'une des explications qui fait que les plus riches... Ça veut dire les plus riches. J'ai des actions totales. Ça veut dire ça. J'ai des actions totales. Vous avez des actions totales, et vous aurez un malus d'1% sur votre patrimoine en plus. Parce que les plus riches, aujourd'hui dans notre pays, émettent beaucoup, beaucoup plus que la très grande majorité des Français, émettent des CO2, émettent de la pollution. Qui va dire quelles sont les actions grise? Mais franchement, on est dans un pays... Qui va labelliser? On vous dit que c'est une usine à gaz, ce projet. Moi, c'est plutôt... je cherche plutôt à faire des projets renouvelables que des usines à gaz. Ça, je laisse ça aux autres. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même invraisemblable qu'on nous explique qu'on ne peut pas faire de la taxonomie sur les produits financiers aujourd'hui. Les banques ont l'obligation aujourd'hui de rendre des comptes sur leur portefeuille en matière de CO2. On peut à peu près contrôler tout dans notre société et on ne saurait pas ce qu'un patrimoine financier contribue
en tant qu'émission de CO2 ou pas. À partir du moment où ça participe du dérèglement climatique, eh ben oui, ça sera davantage taxé. C'est la philosophie de mon projet, vous savez. Quand je dis que je vais baisser la TVA pour les produits réparables, réutilisables, recyclables, pour le bio, l'alimentation bio, que je l'augmenterai sur l'obsolescence programmée, sur les produits qui font inutilement des milliers de kilomètres. C'est toujours la même logique. Du bonus pour les politiques publiques, pour accompagner les entreprises, les consommateurs, les acteurs qui nous font du bien, et du malus pour les entreprises, les processus de production et les acteurs qui nous font du mal. Alors justement, vous avez lâché le mot taxonomie. Taxonomie. Personne n'a compris ce que c'était, donc on va parler de ça, mais sans utiliser ce mot-là. On va parler du gaz naturel, on va parler du nucléaire, puisque la Commission européenne a décidé de... Qu'est-ce que vous appelez le gaz naturel? Le gaz fossile. Oui, le gaz fossile, exactement. Oui, vous avez raison de dire le gaz fossile. Comme ça qu'on l'appelle. C'est beaucoup plus clair. Non, mais vous faites. Vous prenez des déchets, vous prenez des déchets, vous les mettez dans un méthaniseur, vous avez du gaz. Oui. Ça s'appelle du biogaz. C'est pas de l'énergie fossile. Je reprends votre mot. Gaz fossile, nucléaire. La Commission européenne a décidé de le déclarer comme étant des énergies vertes. Le nucléaire repeint en vert. On est un peu surpris parce qu'on vous entend pas sur ce sujet-là. Pourtant, alors là. Ça, vous m'avez pas bien écouté, Madame Bécard. Parce que ça fait quand même des mois et des mois que je dénonce le projet européen de taxonomie, mais surtout, ce qu'a fait le président Macron. C'est extrêmement grave. Le président Macron, pour obtenir cette taxonomie européenne, il a fait alliance avec la Pologne du charbon, Kaczynski, et tout ce que ça signifie de combat anti-féministe, anti-homosexuel, et tout ce que ça veut dire de remise en cause des droits. Même chose avec Orban. Même chose avec Orban. Il est même allé voir Orban, y compris pour parler de ça. L'alliance du nucléaire avec le charbon et le gaz pour se sauver les uns les autres. Vous vous rendez compte? J'étais à la COP 26 à Glasgow, là où on négocie le climat. Je n'avais jamais vu ça dans une COP et je peux vous dire que j'en ai fait un paquet. Des ministres européens de l'environnement qui font, y compris l'Allemagne, qui font une conférence de presse publique pour attaquer la France. J'ai jamais vu l'Europe se diviser publiquement. Et qu'est-ce qu'ils disaient ces ministres européens? Nous ne comprenons plus la France. Bon, très bien, mais nous, on voudrait savoir ce que vous en pensez. Le nucléaire, quelle place dans l'Europe? Oui, sans passer par la case, on a dû négocier avec le gaz pour que le nucléaire soit une énergie verte. Ça veut dire, non, mais pour tous les Européens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, pour sauver le nucléaire, on remet en cause les objectifs européens si sur le climat. Si c'était pas pour sauver le nucléaire, mais pour sauver la planète en considérant comme... Attendez, Laurent Berger. La planète. Laurent Berger, ici même, qui est pas non plus quelqu'un qui se moque totalement du climat, nous dit, et nous a dit, on était tous présents, qu'il y aurait probablement une parenthèse, peut-être un peu trop longue, pendant laquelle il faudra s'appuyer sur le nucléaire pour ne pas avoir le charbon comme les Allemands l'ont fait. Et c'est ce que dit RTE aussi. Voilà. Donc non, RTE, vous savez... Et c'est pas simplement pour sauver les intérêts du nucléaire, ça peut être aussi... Si, aujourd'hui, oui. Vous considérez que c'est ça? Parce que, la taxonomie, qui sont au fond des règles pour donner des avantages sur les placements financiers, sur les investissements. Ça n'empêche personne de faire ce qu'il veut, y compris l'Europe. Vous savez, l'Europe n'a pas la compétence en matière d'énergie. Ça relève des souverainetés nationales de décider de leur mix énergétique. Donc, la seule compétence qu'a l'Europe aujourd'hui, c'est d'investir sur notre efficacité énergétique, de faire des économies. Et c'est un grand débat que nous avons aujourd'hui parce que quand vous avez un débat entre les États qui veulent rester à, peu importe le chiffre, 32% d'efficacité économique en 2030 et la Commission et le Parlement européen qui veulent aller à 40%, la différence, c'est les importations de gaz russe. Vous vous rendez compte? L'enjeu géopolitique. Mais est-ce que vous n'êtes pas très dogmatique sur le nucléaire? Est-ce que vous ne pouvez pas reconnaître qu'au contraire, pour respecter l'accord de Paris, on a intérêt à continuer à faire du nucléaire? Mais c'est l'inverse, Madame Fressoz. Je précise la question. Quelle est votre position très précise sur le nucléaire aujourd'hui? Très bien. Il faut sortir du nucléaire. Quand Comment on fait? Parce qu'on a l'enjeu du climat, et vous avez cité les scénarios d'RTE, en tout cas des agences qui travaillent sur ces sujets-là. Ils disent au fond, on peut faire un scénario avec du nucléaire ou on peut faire un scénario qu'avec des renouvelables. Au fond, technologiquement, c'est notre choix politique et notre choix moral. Moi, ce que je considère aujourd'hui, c'est y compris pour le pouvoir d'achat des Français, essentiel,
Il faut investir massivement sur la rénovation de nos logements. On parlait de pauvreté tout à l'heure. Je veux rendre... Tout le monde est d'accord sur les passoires thermiques. Non, tout le monde est d'accord. Mais ça veut rien dire, tout le monde est d'accord. La question, c'est qui le fait ? Quelle est l'ampleur ? Quand je dis que moi, je veux rénover 2 millions de logements qui appartiennent, ou de maisons, qui appartiennent à des familles qui vivent déjà en précarité énergétique. Ces logements, ces maisons étant ce qu'on appelle des passoires énergétiques. C'est-à-dire qu'au fond, vous chauffez l'extérieur quand vous mettez le chauffage. Et aujourd'hui, les gens, ils n'arrivent pas à se chauffer l'hiver. Ils ont froid. Aujourd'hui, en ce moment, ils ont froid. Donc, on met ça et ça ne coûtera 0 pour ces familles-là. Voilà. Donc, premier enjeu, investir massivement sur nos économies d'énergie. C'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour la planète. Deuxièmement, on déploie les énergies renouvelables. L'hydraulique, la biomasse, le solaire, l'éolien, les énergies marines. Et au fur et à mesure, en garantissant l'approvisionnement des entreprises et des familles, au fur et à mesure, on ferme les réacteurs nucléaires les plus dangereux, les plus vieux, les plus vulnérables. Ça prendra 20 ans. Si ça doit prendre 25 ans, c'est pas un sujet. L'essentiel, c'est de commencer. France Inter. Question politique. C'est pas habituel dans cette émission, mais je vous propose de regarder la bande-annonce, un bout de bande-annonce d'un film qui cartonne en ce moment sur Netflix. Je suis sûr que vous l'avez vu. J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Alors, ça s'appelle Don't Look Up. C'est avec Leonardo DiCaprio. Peut-être vous sentez un peu Leonardo DiCaprio parce que non, si moi je suis pas scientifique. Moi, je suis acteur politique. Je vous explique. Moi, je veux remplacer Meryl Streep qui parle un peu comme Emmanuel Macron. C'est-à-dire on regarde et on avise, on reporte. On reporte les décisions, donc on parle du nucléaire pour 2040, on parle de l'avion vert pour 2035. Vous avez dit 2040. À l'instant, ça prendra 15 ou 20 ans, donc voilà. Si vous voulez... Vous n'avez pas donné de date précise, vous. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Certains vous reprochent d'être un peu dans cette position-là et de ne pas être assez radical sur ces questions, pas assez dans l'urgence. Attendez, justement. Tout ce que je dis, c'est que ces solutions technologiques que propose le président de la République pour 2035-2040, ça ne répond absolument pas aux urgences du moment. Il a ce qu'on doit faire aujourd'hui. On est en retard sur tous nos engagements. C'est même, on a quand même le premier président de la République qui est condamné par les tribunaux français pour inaction climatique. C'est pas simplement les écologistes dans leur rôle de dire il faudrait faire plus. Ce sont les tribunaux oui, mais alors attention, parce que vous dites au fond, il y a des actions immédiates et sur l'avenir, on s'en fiche, on ne regarde pas ce qu'il doit faire. C'est quoi le projet Jadot, très précisément? Le projet Jadot, je l'ai dit, on met le paquet sur l'efficacité énergétique, y compris en matière d'innovation. On sait que dans les transports, dans le stockage de l'électricité, tout ça, il y a des perspectives d'innovation extraordinaires. Donc, on continue l'innovation et aujourd'hui, grâce à cette innovation, les énergies renouvelables, vous pouvez le prendre dans tous les sens, sont moins chers que le nucléaire. Donc mon projet est celui de la rationalité économique et de la rationalité sociale. Donc on investit dans l'innovation, on fait confiance au territoire, ça nous permet de relocaliser. On construit des filières européennes, voire françaises, sur les énergies renouvelables, comme sur les écomatériaux. Tout ça, ça nous permet de développer beaucoup d'emplois et beaucoup d'entreprises de nos territoires. Je peux vous dire que j'en rencontre beaucoup. Elles n'espèrent qu'une chose. Yannick Jadot. La stabilité du signal politique. J'étais la semaine dernière, et je ne parle pas simplement des petites entreprises, des artisans ou de l'économie sociale et solidaire. J'étais la semaine dernière avec la Fédération nationale des travaux publics. Grosse fédération, beaucoup d'entreprises, les infrastructures. Mais ils sont en demande dans ces secteurs-là. Ils sont en demande d'un signal politique clair. Ils sont d'accord de dire qu'il faut se fixer un objectif, l'accord de Paris, 1,5 degré, et moi je ne transigerai jamais là-dessus, et qu'on organise les politiques pour les accompagner. Vous vous rendez compte, la France préside l'Union européenne. L'objectif de l'Union européenne en matière de climat, c'est moins 55% d'ici 2030. La France, on est à moins 40%. C'est le plan climat. On n'a même pas adapté nos politiques, nos ambitions
à l'objectif européen et dans tous les secteurs économiques. Ils s'interrogent en permanence sur nos politiques industrielles, nos politiques de soutien. Ben moi, je rêve de faire comme en Allemagne, de créer le consensus politique et économique avec des objectifs sur lesquels on ne peut pas transiger, et on trouve le chemin d'accompagnement politique pour que les dispositifs ne s'effondrent pas la semaine d'après l'annonce et qu'on ait des vraies politiques d'accompagnement qui servent nos entreprises, qui servent nos salariés. L'ethnologue Bruno Latour, qui était sur France Inter vendredi, disait justement, constatait justement au fond, on n'y arrive pas en France parce que tout ce qu'on traite est sujet au fond à division et les écologistes n'ont pas encore trouvé le discours, le vocabulaire d'adhésion. Est-ce que vous souscrivez à cette analyse-là ? Oui et non. Si on avait trouvé, on dirigerait peut-être ce pays. Donc, reconnaissons qu'on n'a pas encore gagné. On n'a pas encore gagné l'élection présidentielle, c'est devant nous. Dans Don't Look Up, l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, le discours, il est un discours apocalyptique. Vous êtes toujours refusé à ce genre de discours apocalyptique. Est-ce qu'il n'est pas le temps de le tenir ? Non, parce que, là, Don't Look Up, c'est un truc un peu différent que, évidemment, tout ce qu'il y a derrière, c'est le déni climatique. Absolument. Et le déni de l'urgence climatique. Et donc, comment, au fond, une société politique, médiatique, s'organise pour regarder à côté. Bon. Mais, dans Don't Look Up, c'est un événement totalement extérieur à la planète. C'est une comète. Le dérèglement climatique, c'est pas extérieur à notre planète, puisque c'est d'origine humaine. Donc c'est plus compliqué. Si vous voulez, le film, il se résume. Alors on va pas spoiler parce que le film est génial, mais enfin, tant pis pour les téléspectatrices, les téléspectateurs, les auditrices, les auditeurs. Se ferment les oreilles, se ferment les yeux. 3 minutes. Vous allez devoir convaincre les gens de mettre plus de panneaux solaires et beaucoup plus si vous tenez au 1,5 degré et énormément des milliers d'éoliennes en plus. Pour l'instant, c'est pas possible. En fait. Même alors dites-nous combien. Pas tellement en fait. Et est-ce qu'il va falloir contraindre ? Parce que là, on débat. Il reste peu de temps. Il reste peu de temps. Mais vous avez raison. Mais les panneaux photovoltaïques, moi, ça fait des années que je milite, y compris pour qu'il y ait une filière France, mais il y a plein de toits plats. Moi, je rêve, dans mon projet d'ailleurs, c'est pas un rêve, c'est dans mon projet, on fera, chaque quartier, chaque village aura son projet d'énergie renouvelable soutenu par l'État, qui peut être de mettre des panneaux photovoltaïques sur une école ou sur un HLM. Qu'on mette des éoliennes citoyennes. Il y a beaucoup de projets citoyens en France d'éoliennes. Et quand les citoyens participent, ils en sont très heureux. Vous parliez d'éoliens offshore qui aujourd'hui sont à la moitié du prix de l'EPR de Flamanville. À un moment donné, il faudra quand même qu'on ait une vraie commission d'enquête sur les surcoûts du nucléaire, mais je ne reviens pas là-dessus. On a une éolienne installée. Il y en a 5500 en mer du Nord. Vous vous rendez compte le retard industriel et énergétique que nous avons pris ? Il faut obliger. Yannick Jadot, juste pour avancer un peu, Nathalie Saint-Cric. Vous êtes prononcé en faveur de la légalisation du cannabis thérapeutique. Oui, c'était hier votre déplacement à Angers. C'était hier votre déplacement à Angers. Vous avez dit que pour le récréatif, c'est-à-dire celui qui ne soigne pas des douleurs, mais qui permet de... Je ne qualifierais pas la suite. De sortir de la dépression, du temple solaire peut-être. Vous dites, vous l'encadrez comment ? C'est en gros, est-ce que... Alors, vous avez raison. On fait ce qu'on veut, on achète où on veut. Si je peux me permettre 1 minute, 3 sujets. 1 minute. Le cannabis thérapeutique. C'est aujourd'hui ce qui est développé dans beaucoup de pays pour aider les personnes qui souffrent du cancer. C'est vraiment un soutien très fort contre la douleur. Et potentiellement, d'ailleurs, ça peut avoir des effets curatifs, mais ils travaillent dessus. Et j'étais dans une entreprise qui est une entreprise, une start-up. Le dirigeant, l'entreprise Lafleur, souffre lui-même d'une sclérose en plaques et qui a besoin de ça. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est en train de se développer partout. Il travaille avec le CNRS, il travaille avec tout le monde. Et ce gouvernement, totalement idéologique, dogmatique, obsédé de lutter contre toute forme de cannabis, ne laisse même pas une entreprise comme ça, qui peut devenir le BioNTech de demain sur le cannabis thérapeutique. Développer son activité, y compris cultiver du cannabis, même en milieu confiné, pour faire ça. CBD, c'est comme du tilleul, c'est pas psychotrope. Non, mais c'est issu du chanvre qu'on cultive en France. Je vous parle du sujet le plus polémique, c'est le récréatif. Le récréatif, le signal envoyé aux jeunes qui peuvent aller sur la route en ayant fumé. Voilà. Non, ça, vous l'encadrez comment ? Non, le signal, c'est arrêtons d'être dans le déni. On a des quartiers qui passent sous l'emprise des deals et des mafias. Et on a des gamins
qui se bousillent la tête, le cerveau, avec des produits de mauvaise qualité, dans des logiques d'addiction. Oui, mais là, moi, je vous parle des drogues douces. Je vous parle pas des drogues dures. Justement. Donc du bon cannabis. Quand vous en parlez avec les policiers, et je parle beaucoup avec les policiers, on passe leur temps à leur demander pour faire des politiques du chiffre, d'aller coller des PV aux consommateurs de cannabis plutôt que de résoudre les problèmes. Donc ce sera une production et une vente très encadrée. Mais encadré, ça veut dire si je suis majeur, si je promets de fumer dans la boutique et de ne pas aller prendre le volant après, ça s'encadre comment ? Mais c'est comme le vin. Enfin, le vin, c'est pas encadré, le vin. Le tabac... Mais, si. Excusez-moi, il y a une publicité, la production est encadrée et vous n'avez pas le droit de boire avant de prendre la route. Et le cannabis, ça sera pareil. On a le droit de le faire, simplement si on se fait gauler, on a une amende. Donc vous n'avez pas le droit de conduire alcoolisé. Est-ce que c'est pas une belle promesse qu'on fait quand on est candidat mais qu'on ne tient pas quand on arrive à l'Élysée? Parce que rappelons qu'en 2017, Emmanuel Macron avait fait la même promesse de la légalisation du cannabis. Il ne l'a pas fait. Non, écoutez, on est à la fin de l'émission. Vous voulez que je vous prenne la liste des promesses de Macron qu'il n'a pas faites? Non, sur le glyphosate, sur les migrants, sur le climat, sur la justice sociale, sur la suppression des rentes, sur l'agilité de notre société. Donc je résume, sur Yannick Jadot, on va pas faire tout là-dessus. Ouais, Yannick Jadot, donc, je résume. Vous, président, l'Allemagne va le faire. Vous, président, on aura un cannabis légal et de bonne qualité. Voilà, bio. Avec des filières bio. Mais non, mais j'ai une dernière question. Attention. C'est vraiment un problème de santé publique extrêmement sérieux. C'est vraiment un problème. L'Allemagne est en train de le faire et ils vont développer 5 milliards de ressources fiscales qu'on mettra dans la politique de santé. Une toute dernière question à votre place. Il y a quelques semaines, on avait Barbara Pompili et je lui ai posé la question. Je lui ai dit comment est-ce que vous regardez la campagne de Yannick Jadot? Vous savez qu'elle m'a répondu? Je le plains. Oh, écoutez, très bien. Ouf, vous allez me gâcher mon dimanche. Non, mais qu'est-ce que je prend pas votre campagne. Elle a du mal à prendre votre campagne. Elle dit un manque de leadership. Écoutez, le pauvre, il est mal entouré. Très bien. Eh bien, écoutez, je lui renvoie. Elle est quand même dans un gouvernement où tout le monde se fout de l'écologie matin, midi et soir. Le président de la République en premier. Écoutez, moi, je trouve qu'elle a un certain courage. Barbara Pompili, d'essayer de temps en temps d'arracher une mesurette. C'est toujours ça de prix. Mais elle est dans un gouvernement qui a renoncé sur l'environnement, qui a renoncé sur l'écologie. D'ailleurs, le président de la République, quand il fait un public reportage sur TF1, ne parle même pas de climat. Et lui-même, quand il fait une interview dans Le Parisien, il dit « J'ai échoué sur les pesticides et le glyphosate ». Eh bien, dont acte, il n'y a pas de bilan du président de la République sur l'écologie. C'est pour ça qu'il faut une candidature écologiste. Qu'est-ce qui manque aux Verts français pour être comme des Verts allemands qui pèsent dans les décisions politiques? On va gagner, Madame Fresso, cette présidentielle. Arrêtez d'y voir. Vous savez, depuis des années que je fais campagne, il y a toujours ce débat un peu, les écolos c'est déceptif et tout. Et à chaque fois, on a fait un très bon score aux européennes, malgré les sondeurs, malgré le climat un peu, on disait ouais, les écolos, tout le monde y pense à l'environnement. Non, les gens vont voter pour nous. Parce qu'à un moment donné, on va rentrer dans la campagne, on va sortir des invectives, on va sortir des fausses polémiques. Merci beaucoup. On va parler des projets et des Français et de l'environnement. Allez. Et vous verrez que l'écologie, parce que ce sont les pulsions de vie, gagnera cette présidentielle. La campagne de Yannick Jadot commence enfin, j'ai envie de dire. Jean-Philippe Ballas, Alexandre Gilardi.